Le pire est-il derrière nous? Renouerons-nous pour de bon avec la croissance en 2014 et à quoi ressemblera cette reprise? Eh bien pour en parler, je vous propose de faire un point sur la conjoncture en compagnie de Jean-Christophe Caffé, économiste chez Natixis. Bonjour Jean-Christophe Caffé. Bonjour Thibault. Alors parlons de la fin 2013. Pour le T4 2013 à Natixis, vous tablez sur une prévision de croissance de plus 0,1%. La Banque de France est à plus 0,5%, l'INSEE plus 0,4%. Alors pourquoi êtes-vous moins optimiste que les autres? Quels éléments vous font dire qu'on sera plus proche de 0 que de 0,5? L'ensemble des données est d'ores et déjà disponible. Si l'on regarde attentivement le news flow macroéconomique depuis quelques semaines, et même au-delà, si on tient compte du recul du PIB pendant l'été, somme toute assez mauvais ce news flow macroéconomique. En regardant attentivement les chiffres, on voit que la production industrielle a reculé de 0,3% le mois en octobre, les exportations de biens également, la consommation des ménages aussi a reculé de 0,3% le mois en octobre. Les immatriculations de voitures neuves en novembre ont reculé de 5%, ce qui n'est pas un bon signe naturellement pour les dépenses des ménages sur le mois de novembre. En gros, l'hypothèse d'un rebond de la consommation qu'on pouvait avoir raisonnablement par anticipation de la hausse de TVA qui sera effective en janvier a fait long feu. Et donc il a toute chance, si on ajoute à cela en plus la probabilité d'un léger déstockage après les 0,5 points de PIB qui sont liés à cette composante pendant l'été, qu'on ait un chiffre de croissance extrêmement faible sur le T4, voire légèrement négatif si l'on regarde d'ailleurs les indicateurs avancés. Je pense notamment aux indices PMI qui ont été publiés en début de semaine et qui pourraient suggérer que la France est en train de décrocher par rapport aux autres pays dont les indicateurs on pourrait même avoir une croissance négative au T4. On pourrait avoir une croissance négative. Pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. On a que les données dures relatives à octobre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le trimestre est mal engagé. Alors, quelles sont vos prévisions pour 2014, malgré ce mauvais engagement que vous nous décrivez? Est-ce qu'on peut dire que le pire est passé? Est-ce qu'il y a des risques de rechute de l'activité en 2014? Alors, a priori, oui, le pire est passé. Cela dit, nous prévoyons 0,8% de croissance sur l'ensemble de la zone euro, 0,6% en France l'an prochain. Avec un démarrage doucement à plus 0,1% au T1 Avec 2014. Un démarrage très très doux, effectivement, et probablement une accélération si ce que nous prévoyons à l'échelle globale se produit. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'environnement reste très incertain, plus que jamais, que l'Europe est convalescente dans une large mesure, et donc sujette à de nombreux risques, au premier rang desquels figure le projet d'union bancaire, dont on ignore jusqu'à maintenant quelle sera l'issue, et le processus d'évaluation de la qualité des actifs bancaires, le fameux Asset Quality Review, que mènera la BCE jusqu'à publication des résultats en octobre 2014. Donc tout ceci est un risque qui reste fort sur les équilibres financiers en zone euro. D'un point de vue strictement macroéconomique, ce qu'il faut retenir, c'est que la reprise reste très fragile. Même plutôt étrange si l'on regarde. Plutôt étrange, oui, si l'on regarde du côté ce qu'on appelle les déterminants classiques, les principaux déterminants classiques d'une reprise, à savoir les dépenses en capital des entreprises. Ce qu'on constate, c'est que les taux d'investissement productif continuent de reculer un peu partout, ce qui rend un peu ce qui nous rend un peu sceptiques sur la nature pérenne, durable de cette reprise, a priori en particulier dans les pays du Sud, de l'Europe, qui, même s'ils sont revenus à l'équilibre courant, restent confrontés à une contrainte extérieure forte. Dit autrement, difficile d'imaginer dans ces pays un rebond de la demande intérieure sans reconstitution au préalable des capacités de production. Et ceci vaut également pour la France, dont les déséquilibres courants, loin de se résorber depuis le début de la crise, au contraire, continuent de se creuser. Alors justement, reparlons de la France. Au 1er janvier 2014, il y aura la hausse de la TVA. Quel impact aura cette hausse de TVA selon vous? Elle sera inflationniste, à hauteur de 0,4 points d'inflation selon nous. Alors ça paraît trivial dit comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas, vraisemblablement pas, ou très peu d'ajustement des prix hors taxes par les entreprises. Celles-ci privilégiant a priori la reconstitution de leurs marges, qui sont au plus bas depuis 30 ans. Il faut retourner au début des années 80 pour retrouver un niveau de marge opérationnelle et de profitabilité tel que celui qu'on observe actuellement. Au 1er janvier 2014, le CICE va se généraliser aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de ce côté-là? Elles vont s'en servir pour restaurer leur marge, les entreprises? Alors, beaucoup de choses ont été dites sur le CICE, sur ses effets potentiels sur l'économie, sur son caractère, sur son montant suffisant ou insuffisant, sur son caractère... Sur sa cible. Ciblé, plus ou moins ciblé, sur l'industrie manufacturière et les entreprises exportatrices ou pas assez. Sur les grandes variables macroéconomiques que sont l'emploi, les salaires, la compétitivité, les marges d'investissement, les prix à la consommation, etc. etc. On peut même dire, c'est mon opinion intime, que le dispositif
à mon sens, été un peu survendu par les pouvoirs publics au regard de l'ensemble des objectifs qui ont pu lui être assignés. Une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas tout faire, le CICE. On comprend assez intuitivement qu'on ne peut pas avoir à la fois des hausses de salaire, des baisses de prix et une reconstitution des marges. Nous, on pense à Natixis que le CICE sera capté pour l'essentiel par les entreprises et qui feront un usage de ce crédit d'impôt qui sera affecté à la reconstitution de leurs marges. Pour les raisons que je viens Mais le partage de la valeur ajoutée n'a pas encore été acté. Le partage de la valeur ajoutée dans le secteur non financier français ne s'est pas encore corrigé de la déformation très forte qu'on a eue depuis le début de la crise. Alors, le CICE rend moins prégnant cette problématique, puisqu'il intermédie quelque part ce partage de valeur ajoutée. Mais voilà, a priori, ce qu'il faut en attendre, c'est que principalement, les entreprises en feront un usage essentiellement à la reconstitution de leurs marges. Pas pour relancer l'investissement? Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce regain de profitabilité générera une vive reprise de l'investissement? On a de sérieux doutes là-dessus dans le cas français, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ces 20 milliards d'euros seront insuffisants pour reconstituer intégralement les capacités d'autofinancement des entreprises, ce qui signifie que ces entreprises resteront dépendantes du crédit bancaire ou d'autres formes de financement pour les entreprises y ayant accès pour financer leurs investissements. La deuxième raison, qui n'est pas sans rapport avec la première, c'est que les entreprises privilégieront probablement une stratégie d'assainissement bilanciel, à l'image de ce qui avait été leur comportement après la crise du début des années 90, où elles avaient poursuivi donc une stratégie d'assainissement des bilans, consistant, pour faire simple, en l'affectation de leurs profits au désendettement, au renforcement des fonds propres, avec pour contrepartie à l'actif l'accumulation de trésorerie, un comportement plutôt malthusien sur l'investissement. La troisième raison, plus conjoncturelle, c'est qu'il demeure de fortes surcapacités de production dans le secteur productif français. L'ensemble des enquêtes disponibles le montrent. Le taux d'utilisation des capacités de production dans le secteur manufacturier est toujours 4 à 5 points en dessous de sa moyenne de long terme. Alors, cela étant dit, il ne faudrait pas conclure à l'inopérance du CICE, puisque... mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas, mais je pense que ce n'est pas là un dévoiement du CICE que de l'affecter aux marges, c'en est même, à mon sens, plutôt l'objectif. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du risque des inflationnistes en France, en Europe, même si l'inflation est un petit peu repartie à la hausse au mois de novembre. Est-ce qu'on peut dire que cette désinflation, c'est le plus grand risque pour l'économie en 2014 ? L'équilibre actuel en zone euro est clairement déflationniste. L'écart de production, ce qu'on appelle l'output gap dans le jargon, est toujours relativement élevé, même si on acte de possible destruction de capacités dans les systèmes productifs européens et français. Les taux de chômage sont sur des niveaux historiquement très élevés, bien au-delà aussi de niveaux structurels du taux de chômage, qui lui-même a aussi probablement augmenté avec l'augmentation du chômage de longue durée. Les problématiques de désendettement dans le secteur public et dans le secteur privé restent d'actualité en zone euro, contrairement à ce qu'on observe dans le monde anglo-saxon, pour des raisons institutionnelles, notamment en Europe. Donc oui, l'équilibre est déflationniste. Alors maintenant, quand on regarde les anticipations des agents, celles-ci restent bien ancrées, ce que d'ailleurs souligne sans relâche la BCE au fil de ses conférences de presse. Et puis aussi la démographie, qui offre un point de comparaison important avec le Japon du début des années 90, dans la mesure où, au moment où cette problématique surgit en Europe, on n'a pas la même accélération du vieillissement démographique que celle qu'on avait observée au Japon alors qu'avait éclaté, après l'éclatement de leur bulle immobilière et leur crise bancaire. Donc voilà, si on tient compte aussi de l'ensemble des rigidités nominales qui demeurent sur les marchés des biens et services, en particulier en France d'ailleurs, où pas grand-chose n'a été fait sur ce sujet, alors oui, je pense qu'on devrait échapper de justesse au spectre de la déflation. Finalement, si on prend toutes les prévisions de croissance, pour en revenir à ce point-là, on voit qu'on est sur des tendances proches de zéro, c'est vous qui nous le dites à Natixis. Est-ce que ces prévisions, finalement, elles ne masquent pas deux France, une qui redécollerait et une qui replongerait, qui continuerait à chuter ? Je dirais même que vous en oubliez peut-être une troisième, c'est la France qui végète, voilà, dont la part n'est probablement pas si marginale que ça. Oui, par nature, l'ensemble des chiffres que nous évoquons sont des chiffres macroéconomiques, donc des moyennes qui recouvrent des réalités microéconomiques forcément différentes. On a l'indice PMI Market, par exemple, qui plonge alors qu'on est dans une croissance qui est sortie du rouge. Par exemple. Oui, au deuxième trimestre, ça semble durable. Au deuxième trimestre 2013, l'indice Market, il était à 46-47, c'est-à-dire qu'il
plaidait plutôt pour une contraction de l'activité. On a eu plus 0,5% T sur T. Donc je ne pense pas qu'il faille avoir une lecture à la lettre de ces indicateurs de confiance, mais c'est plutôt dans les inflexions et dans les niveaux relatifs entre pays qu'il faut essayer d'en tirer de l'information. Et à cet égard, forcément, ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe est plutôt inquiétant. Pour revenir à votre question sur les deux France, ou les trois France qui cohabitent, c'est une vue que je qualifierais d'optimiste, quelque part, dans la mesure où elle supposerait que des destructions créatrices ou des réallocations factorielles se produisent en faveur des secteurs ou des branches d'avenir. Et quand on regarde les chiffres macroéconomiques désagrégés, ou au niveau des branches ou des secteurs d'activité, c'est malheureusement plutôt le contraire dont on a l'impression. Réallocation de facteurs. Dernière question, Jean-Christophe Caffé. Un autre chiffre qui interpelle, c'est le niveau de défaillance d'entreprise. Il reste à un niveau proche de celui de son pic 2008-2009. On est à peu près à 60 000 par an selon la Banque de France. Alors pourquoi tant de casse alors qu'on n'est plus dans une croissance négative comme à l'époque ? Une croissance qui n'est pas négative, mais qui n'est pas non plus qui n'est pas non plus extraordinaire, forcément. C'est un chiffre qui est effectivement élevé, qui est proche des niveaux qu'on avait atteints sur 2008-2009, mais ce qu'il faut voir, c'est que les niveaux de 2008-2009 sont eux-mêmes proches des niveaux, même légèrement inférieurs, au niveau des faillites qu'on avait enregistrées en France au début des années 90. Pourtant, le choc subi en 2009 a été à peu près 3 à 4 fois plus important que le choc subi dans les années 90. Il faut y voir là... C'est qu'à l'époque, on a limité la casse, en fait ? En 2008-2009, oui, à l'époque, on a limité la casse, et c'est probablement la conséquence de tout ce processus d'ajustement, d'assainissement des bilans que les PME, notamment en France, avaient poursuivi au cours des années 90, visant, comme je vous le disais, au renforcement de leurs fonds propres, l'accumulation de trésorerie. Ça, plus probablement aussi les effets d'un plan de relance adopté fin 2008, qui avait été très bien calibré à mes yeux, puisqu'il consistait essentiellement dans le soutien des trésoreries d'entreprises, avec des remboursements anticipés de créances de l'État, TVA, etc., qui avait permis d'endiguer la progression des faillites. Seulement, après la première jambe de la crise, si je puis dire, les entreprises, celles qui ont en tout cas résisté, qui ont survécu, ont vu leur bilan affecté par cette crise, et donc les structures qui sont restées vivantes, étaient quelque peu vacillantes. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on assiste, c'est que le deuxième choc, qui est bien moins important que le premier, provoque un nombre de faillites élevé. Eh bien, Jean-Christophe Caffé, merci d'être venu nous décrypter cette étrange reprise qui se dessine et de nous avoir expliqué ce qui se cache derrière les différents indicateurs que l'on a à disposition tous les jours. Merci d'être venu sur Xerfi. Merci.